le programme pour aujourd'hui. Alors, nous allons, après un petit exercice qui vient juste après, nous allons commencer avec les messages clés du rapport GEM de 2021-2022 que Thibaut va nous présenter. Vous auriez la possibilité de poser des questions et après, nous voulons vraiment avoir une discussion et un partage d'expériences pour savoir aussi un peu qu'est-ce que font les autres membres du récit dans ce domaine, ou peut-être pas ce que vous faisiez, mais quelles sont vos questions, vos recommandations, vos défis dans cette thématique. Et à la fin, nous aimerions aussi discuter un peu avec vous si cette thématique est pertinente pour vous, d'une manière, telle manière que vous vouliez encore discuter plus profondément de cette thématique. Et, dans les réponses, si nous regardons les réponses dans cette dernière question et la question en avant, nous voyons que peut-être ce n'est pas exactement très clair ou les distinctions ne sont pas extrêmement claires ou peut-être n'existent pas. Et j'aimerais donner la parole maintenant à Thibaut qui va aussi nous présenter les résultats du GEM, mais peut-être tu peux déjà un peu faire un commentaire sur ces définitions et exemples des acteurs non étatiques et private sector. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Oui, peut-être avant de passer à la présentation des messages clés du GMR, je peux dire quelques mots. En tout cas, en ce qui me concerne, effectivement, la distinction, pour moi-même, la distinction entre acteurs non étatiques et puis aussi secteur privé n'est pas toujours très évidente. Et d'ailleurs, le rapport de l'UNESCO, le rapport du GMR fait souvent traite souvent des acteurs non étatiques et du secteur privé en les mélangeant sans nécessairement clarifier. Donc, même au niveau du rapport, c'est pas toujours très clair. Donc, en tout cas, pour moi, les acteurs non étatiques, c'est vraiment tout ce qui n'est pas du ressort de l'État. Donc, que ce soit ce qui représente l'État au niveau centralisé ou décentralisé, mais aussi ce qui représente l'État à l'international. Donc, quand l'État est représenté dans des organisations type multilatérales, bilatérales, etc., on est dans des acteurs étatiques et tout ce qui n'est pas ça, c'est des acteurs non étatiques. Après, secteur privé, j'avoue qu'il y a beaucoup de définitions hein, quand on regarde cette question. Et ce que je voulais dire d'ailleurs en préambule de ma présentation, c'est que je suis pas convaincu par les terminologies qu'on utilise et souvent cette binarité privé-public qui pour moi ne fait pas sens parce qu'il y a souvent du privé dans le public et du public dans le privé. Donc au final, on sait plus qu'est-ce qui est vraiment privé et public. Donc voilà. Donc je trouve que c'était intéressant cet exercice et on prendra le temps après le rose de regarder tranquillement les réponses, mais je suis sûr qu'il y a autant de réponses que de personnes qui étaient dans le rose en ce qui concerne ce que vous considérez comme secteur privé. Directement à la présentation donc des points clés du GMR. Et je vais donc partager mon écran en espérant que tout fonctionne. Merci beaucoup, Béatrice. Donc, je vais passer effectivement au message clé du rapport de l'UNESCO 2021-2022, donc qui porte sur les acteurs non étatiques. Donc, alors c'est une thématique cruciale dans la mesure où on sait qu'un ensemble d'acteurs sont nécessaires pour parvenir au droit à l'éducation et évidemment donc les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Mais on sait aussi que c'est une thématique qui fait l'objet de nombreux débats, notamment de savoir dans quelle mesure l'éducation est un bien public et privé, ou comment interpréter le droit à l'éducation par rapport aux responsabilités de l'État au regard de l'implication des acteurs privés. Il y a beaucoup de débats et même, je dirais, de tensions sur cette question. Et souvent, en arrière-plan de ces tensions, il y a les questions d'équité, d'efficacité, d'innovation qui reviennent régulièrement au cœur de ces débats. Mais il faut savoir aussi que derrière ces débats, il y a souvent des idées reçues. Et d'ailleurs,
un des grands intérêts de ce rapport 2021-2022, je trouve, est de revenir sur ces idées reçues en essayant justement de les remettre en cause et d'apporter des clarifications pour potentiellement réduire les débats, les tensions autour de ces questions, pour in fine se concentrer sur l'essentiel, justement, à savoir dans quelle mesure les jeunes, les adultes peuvent avoir accès à une éducation d'une part avec de l'équité et de la qualité. Je pense que c'est ça qui est primordial et je pense que le GMR essaie vraiment de mettre l'accent sur ça. Alors, je vous ai déjà dit que j'étais effectivement pas convaincu par les terminologies choisies, mais voilà, donc évidemment, les définitions public, privé, acteur étatique, non étatique, c'est pas quelque chose d'évident. Ce que je voudrais dire encore une fois, c'est qu'il faut, de mon point de vue, éviter de considérer privé, public d'un point de vue binaire, c'est-à-dire comme si c'était quelque chose de vraiment différent, parce qu'encore une fois, on voit que c'est souvent confondu les deux. J'en profite aussi dans ce moment de présentation, juste en introduction, de vous dire quelques mots sur la manière dont élaborer le rapport. Je pense que c'est très important et pour mieux comprendre comment l'UNESCO, en tout cas l'équipe du GMR, a conçu ce rapport, mais aussi potentiellement parce que le récit pourrait se positionner par la suite dans les futurs rapports, dans l'élaboration des futurs rapports. Donc, simplement vous dire qu'il y a une équipe permanente du GMR qui est basée au siège de l'UNESCO à Paris et qui est composée notamment d'analystes politiques, de chercheurs, etc. Et ce qui est intéressant à relever, c'est que cette équipe s'appuie sur un large éventail d'expertise pour préparer le rapport. Alors, ça peut être par le biais de l'élaboration de ce qu'ils appellent des background papers, donc des documents d'information. Pour ce rapport 2021-2022, j'ai compté qu'il y en avait eu 30. J'ai moi-même proposé avec 2 collègues un document sur la question des enseignants du privé en Afrique francophone et ça a été donc du coup inclus dans les réflexions sur ce rapport. Au-delà de ces documents d'information, depuis 2005, il y a des consultations qui sont en ligne et qui ont été donc organisées par le GMR afin d'élargir justement la portée et le contenu de chaque rapport. Donc, ça vise une population vraiment beaucoup plus large que simplement des experts qui sont mobilisés pour élaborer ces rapports. Et donc, à la fin, pour élaborer le rapport, le GMR fait la synthèse de la littérature, qu'ils ont même été mobilisés. Ils appuient sur les documents de référence et donc sur les consultations. Alors, je sais que typiquement pour le rapport 2021-2022, il y a des réseaux de sociétés civiles qui ont participé activement au processus d'élaboration du rapport. Ben justement, hein, les organisations qui sont très mobilisées sur ces questions du droit à l'éducation en particulier, sur la question publique, privée, etc., se sont beaucoup mobilisées dans le cadre de ce rapport. Et donc, je pense que là, typiquement, le récit pourrait voir dans quelle mesure elle pourrait, elle aussi, ou lui aussi, se positionner dans une période ultérieure dans l'élaboration du rapport, parce qu'encore une fois, il y a une consultation assez large et puis ça pourrait être intéressant qu'il y ait un apport d'une manière ou d'une autre du récit. Sachant que chaque année, il y a une nouvelle thématique qui est proposée. Donc là, cette année, c'est les acteurs non étatiques. En 2023, ce sera les nouvelles technologies dans l'éducation. Donc voilà, si des membres du récit ou le récit en tant que tel a une expertise là-dessus ou souhaite se positionner, ça peut être intéressant. Et puis voir ensuite 2024, 2025 s'il n'y a pas d'autres propositions en cours. Sachez qu'en ce moment, il y a la consultation en ligne qui est en cours pour le rapport 2023. Donc, vous pouvez, soit en tant qu'institution, soit individuellement, répondre à cette consultation en ligne. Je le mettrai le lien dans quelques instants dans le chat. Alors, la slide suivante, s'il te plaît, Béatrice. Alors, peut-être pour commencer justement sur les messages clés du rapport, un point qui me paraît très important, c'est que dans de nombreux pays, les populations se prononcent en faveur de l'éducation publique. Donc, le public est très plébiscité dans le monde.
Dans ce graphique, vous avez le pourcentage d'adultes ayant déclaré en 2016 que la responsabilité principale de l'enseignement scolaire incombait au gouvernement. Donc, on voit qu'effectivement, le public a une bonne place. Alors, il faut être toutefois attentif, à mon avis, au fait que ce soutien s'est progressivement érodé dans plusieurs pays à revenus faibles et intermédiaires. Donc, dans les pays à revenus élevés, il y a un fort engouement pour le public. Dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, ce n'est pas si évident et c'est notamment à mettre en lien avec la dégradation de l'enseignement public. Donc, je pense qu'il faut être attentif à ces chiffres. Slide suivante, s'il te plaît, Béatrice. Autre information importante à connaître et qui est relevée de ce rapport, c'est que, par ailleurs, même s'il y a un engouement pour le public, l'implication du secteur privé dans l'éducation est croissante, en particulier justement dans les pays du Sud. Et c'est à mettre en lien avec différentes initiatives aussi nationales et internationales, comme l'éducation pour tous dans les années 90, pour laquelle il fallait scolariser massivement les enfants. Et ça a pu, entre autres, contribuer au développement du secteur privé pour répondre à une demande croissante. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, comme je l'ai précisé précédemment, il y a un certain nombre d'idées reçues sur les acteurs étatiques et non étatiques qui prévalent dans le domaine de l'éducation. Et je pense que c'est crucial de les avoir en tête également en tant qu'institution de coopération internationale dans les choix stratégiques, notamment en termes de partenaires avec lesquels on travaille. Encore une fois, je trouve que le rapport GMR est vraiment très intéressant de ce point de vue-là, de remettre en cause les idées reçues sur les acteurs étatiques et non étatiques. Et justement, une première idée reçue est qu'il est possible de distinguer clairement les acteurs étatiques et non étatiques. C'est un point qu'on a déjà abordé justement dans l'exercice de tout à l'heure sur les définitions. Alors, la réalité est plus complexe dans la mesure où les acteurs non étatiques s'engagent dans l'éducation pour des raisons et à travers des modalités variées. J'ajoute que du point de vue de la recherche, on parle de plus en plus de brouillage des frontières entre le public et le privé. Donc, c'est vraiment le point que j'ai précisé tout à l'heure. C'est de plus en plus difficile de vraiment distinguer les acteurs privés, publics, non étatiques, étatiques, etc. Une deuxième idée reçue est que l'ampleur de la privatisation est connue. Or, la description des tendances relatives au rôle des acteurs non étatiques repose souvent sur la part des établissements privés dans le total des inscriptions. Mais on sait que l'implication de ces acteurs va au-delà de cette simple comptabilité, donc des inscriptions. Pour donner un exemple, comment les pays comptabilisent les enseignants des écoles publiques qui gagnent un revenu supplémentaire en donnant des cours aux élèves après leur heure de travail. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément comptabilisé. Or, ça fait partie du processus de privatisation. Une troisième idée reçue est que la privatisation de l'éducation est le fait du secteur privé. La grande majorité des prestataires privés sont des écoles à propriétaire unique. Ils sont apparus en réponse aux préoccupations sincères des parents concernant l'appauvrissement de la qualité des écoles publiques. Aussi, on peut considérer que l'élitisme des dirigeants politiques a accru leur tolérance à l'égard des inégalités et affaibli leur engagement à protéger l'enseignement public, ainsi que les populations défavorisées qui en bénéficiaient. Ce qui nous fait dire qu'effectivement, la privatisation n'est pas simplement le fait du secteur privé, mais les autorités publiques ont largement leur responsabilité dans ce processus. Slide suivante, Béatrice. Une quatrième idée reçue est que l'enseignement public est équitable. Alors là aussi, il n'y a pas besoin d'aller loin pour s'en rendre compte, même dans les pays les plus riches. Si on regarde les résultats, par exemple, le test PISA, on voit à quel point les disparités sont fortes entre jeunes de milieux socio-économiquement favorisés et ceux de milieux socio-économiquement défavorisés. Et le système public n'est souvent pas en mesure de répondre à ces inégalités criantes. Donc, l'enseignement public, de ce fait-là, n'est pas forcément plus équitable que l'enseignement privé. Une cinquième idée reçue est que les parents fondent leur choix d'école sur des informations fiables relatives à la qualité de l'enseignement. Alors, c'est un argument qui est pour le coup souvent mis en avant par les défenseurs du supposé libre choix. Or, là aussi, les parents ignorent souvent ces informations et choisissent des écoles qui leur plaisent pour d'autres raisons, par exemple les croyances religieuses,
la commodité, les caractéristiques démographiques des élèves, et donc, encore une fois, pas forcément à des informations qu'ils auraient eues par ailleurs. Une sixième idée reçue, et c'est la slide suivante, est que la concurrence contribue à l'amélioration des écoles. Ça aussi, c'est un argument qu'on retrouve souvent chez les pros privés. Mais en raison de la complexité du sujet, les études qui mettent en évidence les effets de la concurrence à l'échelle systémique sont plutôt rares et les résultats ne sont pas concluants. Et par ailleurs, la concurrence peut conduire des écoles non étatiques à se plier aux aspirations des parents, quitte à aller à l'encontre de bonnes pratiques pédagogiques. Une septième idée reçue est que les écoles et les universités privées sont de meilleure qualité. Encore une fois, il faut prendre cette idée avec précaution, cette idée qu'on entend souvent. Pour donner un exemple, nous pouvons prendre le cas des enquêtes PASEC. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est celle qui évalue les compétences des élèves du primaire en Afrique francophone. Et il ressort de ces enquêtes, par exemple, que les élèves du privé ont des meilleurs résultats que ceux du public. Or, il faut savoir que les évaluations sont faites seulement dans les écoles privées qui sont reconnues par l'État. Donc, les écoles privées qui ne sont pas enregistrées, par définition, ne sont pas concernées par l'enquête. Or, ces écoles qui ne sont pas enregistrées sont nombreuses dans ces contextes, notamment d'Afrique francophone, et sont de mauvaise qualité. Donc, ça biaise énormément les évaluations et donc de dire le privé est meilleur que le public dans ce contexte, même si c'est en partie vrai, il faut vraiment le nuancer parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Une huitième idée reçue est que le secteur privé apporte une solution au risque de non-scolarisation. Il faut pourtant noter que, par exemple, les écoles privées sont en plein essor dans les zones urbaines où près de la totalité des enfants sont scolarisés. Donc, elles sont plutôt inexistantes dans les zones rurales, les écoles privées. Donc, le problème de non-scolarisation est souvent plus important en zone rurale. Donc là aussi, il faut nuancer le bénéfice du privé en faveur de la non-scolarisation. Une neuvième idée reçue, et c'est la slide suivante, est que le secteur privé apporte une solution au déficit de financement dans le domaine de l'éducation. Beaucoup nourrissent l'espoir que le secteur privé pourra contribuer de façon significative au financement de l'éducation en vue de réaliser notamment l'objectif du développement durable 4, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui ne prouve qu'il soit disposé, ni même qu'il en ait les moyens. Finalement, une dixième idée reçue est que les réglementations peuvent répondre à toutes les préoccupations concernant les services non étatiques. On remarque notamment que les réglementations n'abordent pas suffisamment la marche à suivre pour promouvoir l'équité et la qualité à l'échelle systémique. On remarque aussi que les gouvernements ne disposent généralement pas, et en particulier dans les pays du Sud, des ressources nécessaires pour mettre en œuvre et faire respecter les réglementations de manière efficace. Donc là aussi, cette idée reçue est à remettre en cause. Donc, à côté de cette réflexion autour des idées reçues, dont nous venons de présenter les grandes lignes, le rapport va entrer dans le détail sur de l'application des acteurs non étatiques, notamment pour les différents sous-secteurs. Donc, le rapport va traiter du préscolaire, primaire, secondaire, enseignement supérieur. Donc, je vais pas vous présenter en détail tous ces sous-secteurs et je vous invite à lire en détail le rapport, notamment les parties sur les secteurs dans lesquels vous menez des actions sur le terrain en tant qu'institution de coopération. Je vais plutôt, pour ma part, passer aux recommandations du rapport qui, de mon point de vue, pourraient servir de ligne directrice pour l'action des institutions de coopération internationale. Alors, première recommandation, je vous l'ai dit, il s'agit de respecter l'engagement à assurer la gratuité d'1 an d'enseignement préscolaire et de 12 années d'enseignement primaire et secondaire. Alors, dans ce cas, financement public, selon le rapport GMR, n'est toutefois pas nécessairement synonyme de prestation publique si jamais on considère que l'équité peut être garantie. Deuxièmement, le GMA recommande d'établir des normes de qualité qui s'appliquent à l'ensemble des établissements scolaires étatiques et non étatiques. Alors, cette recommandation porte notamment sur la valorisation des enseignants, sur des mécanismes d'assurance qualité. Troisièmement,
et c'est la slide suivante, oui, il faudrait établir des processus communs de suivi et de soutien qui s'appliquent à l'ensemble des établissements scolaires étatiques et non étatiques. Les gouvernements doivent ici, par exemple, être capables de concevoir et de structurer la manière dont ils souhaitent impliquer les acteurs non étatiques et communiquer cette vision au moyen de réglementation, mais tout en faisant en sorte que ces réglementations soient simples, transparentes et efficaces. Par exemple, le rapport mentionne un pays, alors je ne l'ai plus en tête maintenant, mais c'est en Afrique de l'Est, où les réglementations étaient tellement strictes en termes de régulation du privé que finalement, plus personne ne voulait respecter ces réglementations. Donc, à force de trop réglementer aussi, ça peut être contre-productif. C'est pour ça que le GMA recommande quand même des réglementations qui soient simples et efficaces à mettre en œuvre. Quatrièmement, il s'agit de faciliter la diffusion de l'innovation à tous les niveaux du système éducatif pour le bien commun. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, que le privé serait plus innovant, raison pour laquelle beaucoup d'enfants sont orientés, les parents envoient leurs enfants dans le privé parce qu'il y a plus d'innovation, notamment pédagogique, etc. Alors là, le rapport GMA précise que l'innovation, en tout cas cette recommandation de diffusion de l'innovation, ça passe notamment par le fait que les décideurs, donc politiques, donc les instances publiques, doivent être capables de repérer les innovations dans les systèmes éducatifs et de laisser aux bonnes idées le temps de mûrir. Là aussi, c'est tester, expérimenter et pour voir si ces innovations finalement peuvent être généralisées à l'ensemble du système éducatif. Enfin, cinquièmement, le rapport propose de maintenir la transparence et l'intégrité du processus d'élaboration de politiques relatives à l'éducation publique afin de faire barrage aux intérêts particuliers. Je voudrais terminer cette présentation sur les points clés du rapport en évoquant ce qui concerne spécifiquement la coopération internationale, hein, donc qu'on retrouve dans le rapport GMR, même si tout ce que j'ai dit précédemment est, de mon point de vue, pertinent pour l'action des institutions de coopération. Néanmoins, le rapport traite de 3 points spécifiquement par rapport aux institutions de coopération internationale et au rôle de la coopération internationale par rapport à cette question des acteurs non étatiques. Alors, tout d'abord, vous dire que l'utilisation de l'aide internationale pour le financement de l'enseignement privé ne va pas de soi et fait même l'objet de débats. Alors, je vais vous relater deux exemples où on voit que ce n'est pas si évident de financer l'enseignement privé du point de vue de l'aide internationale. Par exemple, il y a la Société financière internationale qui est une organisation du groupe de la Banque mondiale qui est consacrée au secteur privé, qui avait alloué 15% de son portefeuille éducatif aux chaînes d'écoles privées, mais a finalement gelé ses investissements pour ce type d'école en 2019 à la suite de pression exercée par des organisations de la société civile. Donc, la Banque mondiale a dû revenir sur ces pratiques de financement d'institutions éducatives privées. Autre exemple, le Partenariat mondial pour l'éducation avait élaboré une stratégie concernant le secteur privé, mais l'opposition rencontrée lors de sa négociation a entraîné la rédaction d'une clause interdisant l'utilisation des fonds du partenariat mondial pour appuyer les prestations à but lucratif des services éducatifs de base. Donc là aussi, on voit que ce n'est pas évident et qu'il y a beaucoup effectivement de débats et de tensions, même dans les plus hautes instances internationales. Deuxième point aussi, c'est que les donateurs mettent de plus en plus à l'essai les partenariats publics-privés. Certains donateurs ont envisagé d'utiliser leurs propres fonds afin de lever des financements par le biais de partenariats, notamment avec des acteurs privés. Néanmoins, ce que dit le rapport, et je vais dans ce sens, des gouvernements capables de concevoir, de mettre en œuvre et de réglementer ces partenariats devraient également être en mesure d'utiliser les marchés publics à meilleur escient en vue d'atteindre leurs objectifs. À ce sujet, je vous recommande de regarder de plus près les partenariats mis en place par la DDC, notamment avec la Jacobs Foundation dans le secteur éducatif. Il y a une initiative qui s'appelle le New Impact Linked Fund for Education et le but, c'est de fournir des financements aux
aux entreprises dites à fort impact qui améliorent les résultats d'apprentissage donc dans l'éducation, en les récompensant directement pour des résultats positifs générés par leurs activités commerciales. Donc, effectivement, on voit que de plus en plus de donateurs, d'acteurs, d'organisations multilatérales, bilatérales notamment, tentent des partenariats publics-privés et donc y compris la DDC récemment se positionne dans ce domaine-là. Finalement, un dernier point que j'aimerais évoquer, c'est que la contribution financière des activités philanthropiques et des entreprises dans le secteur de l'éducation est faible. Alors là aussi, malgré l'impression générale que le montant dépensé par les fondations philanthropiques, on entend beaucoup parler en faveur de l'éducation, augmente, en réalité, il reste relativement insignifiant. L'OCDE a estimé qu'en 2013 et 2015, il correspondait à 9% de l'ensemble des dons philanthropiques, donc ce qui est mis dans le domaine de l'éducation. Donc, en réalité, c'est relativement faible. Avant de lancer les échanges et de permettre un temps de questions-réponses, je voudrais juste vous dire qu'il me semble qu'on devrait aussi avoir en tête les principes d'Abidjan, qui sont d'ailleurs mobilisés à plusieurs endroits du rapport. Ce sont des principes qui compilent et clarifient des dispositions existantes du droit international dans le domaine des droits humains et fournissent des orientations justement, typiquement, sur la manière de mettre en pratique, ces dispositions internationales dans le contexte de l'expansion rapide du secteur privé dans l'éducation. Et il y a un principe, le principe numéro 6 que vous avez en bas de la slide, qui stipule donc la chose suivante: l'assistance et la coopération internationale, le cas échéant, doivent renforcer la mise en place des systèmes éducatifs publics, gratuits et de qualité, et s'abstenir de soutenir directement ou indirectement des établissements d'enseignement privé d'une manière contraire aux droits humains. Donc voilà, c'est des principes qui, encore une fois, relèvent du droit international et que, à mon avis, quand on travaille dans le domaine de la coopération, on devrait connaître pour, voilà, en termes stratégiques, choisir les partenaires avec lesquels on souhaite travailler. Voilà, j'en ai fini avec la présentation des points clés du rapport.